Les gendarmes présentaient au ministre de l'Intérieur un semi-rigide saisi aux passeurs. L'eau est à combien? 11. Ça veut dire qu'on est en minutes de survie si vous tombez. Ça veut dire 11, ça veut dire... Ah oui, il y a autant de degrés que de minutes de survie. Oui, quasi. C'est avec ce type d'embarcation qu'ils franchissent la mer avec des dizaines de migrants. Pour empêcher ces traversées parfois mortelles, les forces intérieures déploient des patrouilles équestres. La hauteur de vue des cavaliers et le caractère tout-terrain des animaux facilitent le repérage des prétendantes à l'exil. Ce soir-là, Bruno Retailleau n'a pas été témoin de traversées illégales. Il a poursuivi sa visite au contact des forces intérieures et des élus locaux. Vendredi matin, il a été reçu par la mairie de Calais. Ça a capturé, on obtient une photo. Si ça reste... À Lille, le cinéma L'Univers est au cœur d'une polémique depuis quelques jours. L'établissement a refusé d'accueillir une soirée en hommage aux attentats de Charlie Hebdo en janvier prochain. Une soirée qui était à l'initiative du parti Le Printemps républicain et qui devait commémorer les 10 ans de l'attentat de Charlie Hebdo. Mais le cinéma évoque des raisons administratives et sécuritaires. Un refus vivement condamné par le ministre de l'Intérieur. Les précisions de Kylian Salé. Le cinéma lillois L'Univers avait donné son accord de principe. Il a finalement refusé l'organisation d'une soirée commémorative des attentats de Charlie Hebdo. Dans le programme initial, un film devait être diffusé sur la plaidoirie de Richard Malka, l'avocat du journal. Des dessins de Charb, assassiné lors de l'attentat, devaient être exposés. Dans un communiqué, l'organisateur, le Printemps républicain, condamne cette décision. Le conseil d'administration de l'Univers réuni le jeudi 21 novembre a finalement refusé l'événement au motif que ce film et ses dessins seraient tendancieux. Tendancieux les dessins de Charb, tendancieuse la plaidoirie de Richard Malka. Dans un communiqué, le cinéma L'Univers se défend et évoque des raisons administratives. Selon lui, le Printemps républicain n'est pas une association adhérente du cinéma et sa demande de dérogation a été refusée. Il évoque également des questions de sécurité. Sa référente Hauts-de-France entendait inviter plusieurs intervenants vivant sous protection policière constante, nécessitant un service d'ordre et de sécurité que le cinéma L'Univers n'est pas en mesure d'assumer. Le Printemps républicain est une association aux prises de position controversées, suscitant de nombreuses polémiques dans l'espace public et pouvant être source de débordements, voire de troubles à l'ordre public. De son côté, le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau déplore cette décision. Cette annulation est scandaleuse. Qui est tendancieux? Les organisateurs qui veulent rendre hommage aux victimes des attentats ou les raisons avancées pour empêcher cet hommage? Le pas de vague est toujours une défaite contre l'islamisme. Indigné par cette annulation, le président des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, propose que la région accueille l'événement. Côté économie, hier, l'agence américaine de notation Standard & Poor's a maintenu la note de la dette française en AA, un choix inattendu dans un contexte politique et budgétaire instable. Le ministre de l'économie s'est félicité de cette note. Toutefois, l'agence américaine souligne ne pas exclure une dégradation si le gouvernement ne se montre pas capable de réduire son important déficit public. Et puis, au cœur de l'actualité internationale, en Syrie, les djihadistes et les factions rebelles ont pris le contrôle de la majeure partie d'Alep, deuxième ville du pays, après une offensive éclair massive contre le régime de Bachar al-Assad qui a fait plus de 300 morts. Il s'agit de la plus grande offensive de ces dernières années en Syrie. C'était la fin de cette actualité. Vous pouvez me redonner le nom de l'agence? Parce que j'ai bien aimé votre petit accent. Mon accent anglais? Oui, j'ai trouvé ça très élégant. Standard & Poor's. Vous avez remarqué? Attendez, une petite dernière fois. Je ne suis pas bilingue par contre. Standard. Hein? Standard & Poor's. Voilà. C'était Kindoki. Je vous taquine. Vous vous moquez, hein? Non, j'ai aimé cette petite si c'est touch. Oui, vous savez quoi. Je suis très jaloux de l'accent. Exactement. Dites-le. Ah non, Standard & Poor's. Kevin? Standard & Poor's. Oh, banane. Standard & Poor's. Pas mal. Non, réfléchis enfin. Merci, félicité. Voilà, petit cours d'anglais. Moi, j'aime bien la pédagogie, c'est important. Absolument, et puis moi, je prononce comme Emmanuel Macron l'anglais. Donc...
Thank you very much. Allez, on va reprendre le fil de l'actualité. Merci beaucoup, Félicité. Hein, mais en aucune manière, je voulais vous taquiner. Vous me connaissez bien, je vous aime beaucoup. Nous sommes avec le maire de Pont-Audemer, que je salue, qui s'appelle Alexis Darmois, parce qu'on va aborder des sujets un peu sensibles, c'est le moins qu'on puisse dire. Bonjour, monsieur le maire. Avant de vous interroger, on va aller dans votre commune, puisque visiblement votre commune est victime de fusillades et de trafic de stupéfiants. Et c'est une petite commune, hein, c'est pas une grande ville. On ira à Marseille après, mais c'est important de s'intéresser sur le déroulé des faits dans votre commune. On va voir ça avec Raphaël Lazreg et ensuite je vous interroge, monsieur le maire. Depuis plusieurs mois, cette commune normande vit une situation inédite. Fusillades, violences, stupéfiants. Des scènes habituellement associées aux grandes villes se jouent désormais ici. Je sors pas le soir. Ça se dégrade de plus en plus. On n'est pas tellement en sécurité. Moi, personnellement, je sais que je ne sortirai pas le soir. On n'avait jamais ça avant. Jamais. On n'hésitait pas. À 20h, on ne se sentait pas... on sortait, quoi. On n'avait pas peur. Et maintenant ? Ah ben moi je sors pas. Pour le maire, ces événements traduisent d'une dégradation rapide. Il tire la sonnette d'alarme. Pont-Audemer, on est une ville rurale de 10 000 habitants, mais on a été absolument stupéfait de découvrir qu'une ville rurale comme la nôtre n'échappait pas à la violence que générait le trafic de drogue et à la violence croissante. C'est du jamais vu dans l'histoire de notre ville. Face à cette situation, le maire appelle à une intervention rapide de l'État. Je demande 3 choses à l'État. Plus de moyens pour la gendarmerie. Parce que les gendarmes font un travail exceptionnel, mais aujourd'hui, je considère qu'ils ne sont pas assez nombreux. Je demande à l'État plus de pouvoir pour les policiers municipaux et pour les maires. Les policiers municipaux, aujourd'hui, ne peuvent pas faire un contrôle d'identité. Ils ne peuvent pas faire une fouille. Ils ne peuvent même pas verbaliser pour les situations liées aux stupéfiants. On a trop peu de pouvoir dans le domaine de la lutte contre les stupéfiants. Il y a quelques jours, un père de famille de 33 ans a été tué par balle à Pont-Audemer. Il s'agit d'un règlement de compte sur fond de trafic de stupéfiants. Merci d'être avec nous et d'avoir accepté mon invitation, Alexis Darmois. Je voulais qu'on prenne un peu de temps. On vous a vu dans le reportage, et évidemment, c'est une situation inédite, ce qui se passe dans votre commune. Il y a combien d'habitants dans votre commune, Alexis Darmois ? Oui, on a une ville de 10 000 habitants située dans l'Eure, et c'est vrai qu'on n'avait jamais connu ce niveau de violence auparavant dans notre ville. Vous voulez expliquer comment, justement, ce niveau de violence, très concrètement ? Qu'est-ce qui va pas ? On est dans une ville où il y a toujours eu du petit trafic. On est près du port du Havre, qui est un point d'entrée important des stupéfiants sur notre territoire. Et il y a toujours eu des petits trafics. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, la violence liée au trafic de drogue, elle dégénère dans tout le pays. Et les territoires ruraux n'y échappent pas. On a souvent eu l'impression, le sentiment que c'était une affaire de grande ville. Mais on voit que même dans les territoires ruraux, aujourd'hui, on n'hésite pas à sortir les armes à feu pour quelques milliers d'euros de dettes liées aux stupéfiants. On a le sentiment que c'est un cri du cœur que vous lancez là. Oui, parce qu'on doit la sécurité à nos habitants et on se rend bien compte que, évidemment, les communes seules ne peuvent pas le faire. La sécurité, c'est du domaine de l'État. Et mon cri d'alarme, c'est de dire aider les territoires ruraux à mieux assurer la sécurité de leurs citoyens. Et on a vraiment besoin de l'État pour ça. Qu'est-ce qui se passe en France, selon vous, Alexis Darmois, puisque vous êtes à la tête d'une commune de 10 000 habitants ? Ce qu'on voit, c'est que, globalement, il y a un niveau d'agressivité qui augmente. Les gens sont de plus en plus agressifs, même entre eux. Les incivilités au volant se multiplient. Nous, en tant que maire, on reçoit désormais régulièrement des menaces là où c'était extrêmement rare avant. Et on voit bien que cette dégradation continue, elle est en train d'échapper à tout contrôle. Et sur le trafic de stupéfiants, ça génère aujourd'hui des sommes et des profits qui sont colossaux. Et il y a des véritables mafias qui se sont emparés du sujet et qui sont prêts à toutes les violences pour défendre leur gagne-pain. Et on l'a vu à travers ce reportage de Raphaël Lazreg, vos habitants sont très inquiets. Certains disent on hésite à sortir. Alors, Pont-Audemer avait plutôt une bonne image. Oui, et on est une ville où il y a assez peu de délinquance. C'est de la petite délinquance, c'est des incivilités, mais c'est une ville où il n'y a pas d'agression, c'est une ville où on n'a pas très peu de cambriolage, on n'a pas tout ça. Et c'est vrai que ça fait peur aux habitants de se dire que dans un règlement de compte entre trafiquants, même s'ils y sont totalement étrangers, ils pourraient être victimes d'une balle perdue. Et donc ça peut créer un sentiment un petit peu de peur panique qu'il faut absolument qu'on combatte parce qu'on reste une ville qui est extrêmement agréable et extrêmement sûre.
Restez avec nous, Alexis Darmois. On ouvre le débat. On a Hanan Bakioui, qui est secrétaire national du syndicat des commissaires de la police nationale. On l'évoque souvent sur nos plateaux. On ira à Marseille dans quelques instants, mais on voit que des villes comme ça, qui ont plutôt une bonne image en plus pour Aude-Mer, rien n'était épargné en fait. De toute façon, là, on a affaire à une gangrène. Le constat, il est là aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a aucun endroit, aucun territoire, que ce soit en métropole ou dans les Outre-mer, qui est épargné par le trafic de stupéfiants. On parle de chiffre d'affaires, mais c'est comme une entreprise. On estime plus ou moins vers 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc, c'est des entreprises. Et pour eux, en fait, la conquête d'un marché, elle se fait avec des armes. Et aujourd'hui, il n'y a aucun territoire qui est épargné. Mais qu'est-ce qu'il peut faire ce maire, Alexis Darmois ? Parce qu'en fait, il est impuissant et on comprend bien sa problématique. Il l'exprime très bien d'ailleurs. Oui, bien évidemment. Après, forcément, il y a une question aussi de moyens. Donc, il demande aussi des moyens pour de la gendarmerie. Là, ce sont des zones rurales, donc qui sont des zones de gendarmerie. Mais nous, on l'a toujours dit, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on veut mener une guerre contre le narcotrafic, il faut des moyens. Il faut à la fois des moyens humains et puis des moyens matériels pour pouvoir mener cette guerre. On ne peut pas la mener comme ça aujourd'hui. Quand on voit aujourd'hui les effectifs, que ce soit de gendarmerie, de police, que ce soit sur la voie publique, mais également et surtout, et ça on l'oublie souvent, en matière d'investigation, il y a un vrai sujet là-dessus. Joseph, on entend le désarroi de ce maire. Le désarroi du maire, de la population. Je note que pour un certain nombre de personnes, notamment des femmes qui se sont exprimées, il y a un couvre-feu de fait. Bah oui, c'est fou. Absolument inacceptable. La deuxième chose, il a rendu hommage à juste titre aux forces de gendarmerie comme aux forces de police. Mais on le dit, on le répète sur ce plateau, la police judiciaire, il faut les décharger de charges administratives, de machins pour qu'ils puissent faire leur travail de terrain. Et en fait, quand on regarde en 20 ans, ils peuvent être de moins en moins sur le terrain et de plus en plus à faire de la paperasserie. Donc là, il y a une urgence. Ça leur faciliterait la tâche et ça mettrait des gens sur le terrain pour lutter. Puis la troisième chose que je note dans les propos de ce maire, il dit on est à côté du port du Havre, où on sait qu'il y a beaucoup de drogue qui arrive. Oui, nos ports sont très mal contrôlés. On sait que le Havre, on sait que Marseille, rentre un peu tout et n'importe quoi. Et donc là, on a aussi à mettre en place une véritable sécurité à nos frontières, notamment des trafics dans les ports. Et dans les trafics, il y a des trafiquants. Ça demande un peu de courage, parce qu'il y a souvent des compromissions, parce qu'il y a beaucoup d'argent, entre le trafiquant de base et des gens qui sont un peu installés dans la cité. Kevin. Oui, là, j'entends parler des dealers, j'entends parler des trafiquants, mais je n'entends pas parler des consommateurs. Parce que dans les petites villes en France, vous avez des dealers qui parfois viennent de régions parisiennes et qui s'installent à un endroit tout simplement parce qu'il y a en effet des clients. Et c'est vrai qu'il y a eu des amendes forfaitaires qui ont été mises en place pour sanctionner les clients des dealers, mais elles ne sont majoritairement pas payées et surtout, elles ne sont pas dissuasives. Et moi, je veux bien qu'on traite la question de la drogue à travers notamment les dealers, mais il faut aussi parler des consommateurs, parce que consommer de la drogue, c'est évidemment être complice de ces dealers, c'est être complice du trafic de drogue. Et d'ailleurs, Gérald Darmanin comme Bruno Retailleau l'ont rappelé à chaque fois. Enfin, la drogue, ça tue. C'est quand même ça, la réalité des choses. Alexis Darmois, dernière question. Qu'est-ce que vous comptez faire ? Profitez-en, vous êtes en direct sur CNews. Est-ce que vous avez un appel à lancer ? Quelles sont les démarches que vous comptez entreprendre pour essayer que votre belle commune, que je connais, qui est une très, très, très jolie commune, retrouve un certain calme auquel aspirent vos habitants ? Oui, alors nous, on n'avait pas attendu ce drame pour commencer à réagir énergiquement. On a doublé les effectifs de sécurité de la ville. On a installé 60 caméras cette année, 40 l'année prochaine, ce qui sont des investissements extrêmement importants pour une commune comme la nôtre et pour lesquels on est trop peu accompagné par l'État. Donc l'État doit mieux accompagner les communes qui s'équipent aujourd'hui. Et j'ai écrit en ce sens au ministre de l'Intérieur pour, oui, demander plus d'effectifs de gendarmerie, plus de pouvoir pour les policiers municipaux qui aujourd'hui ne peuvent pas donner la pleine mesure de leurs moyens parce que administrativement, on ne leur donne pas suffisamment de pouvoir et ça, c'est quelque chose qui ne coûte rien. Et là-dessus, on doit progresser. Plus de pouvoir de police pour les maires parce qu'on est officier de police judiciaire, mais officier de police judiciaire de pacotille. On a un tiers seulement des pouvoirs des vrais officiers de police judiciaire et on doit mieux accompagner les communes qui s'équipent et qui investissent. Nous, pour notre commune, c'est plus d'1 million d'euros en 2 ans, ce qui représente une part extrêmement importante de notre budget. Mais aujourd'hui, c'est pas de gaieté de cœur, mais on est obligé de le faire.
Merci en tous les cas, on reste en contact, tenez-nous au courant si vous avez des réponses surtout, n'hésitez pas, notre antenne vous êtes ouverte évidemment et on va suivre avec attention l'évolution de votre commune. Allez, on va parler maintenant politique, parce qu'on est pris un peu par le temps, on voulait évoquer Marseille, mais on va parler politique avec ce qui s'est passé jeudi soir. Jeudi soir, vous avez vu cette pagaille, ce spectacle à l'Assemblée nationale où effectivement en toile de fond il y avait cette réforme des retraites et on avait comme invité hier Naïma Moutchou qui était là et qui est la vice-présidente de l'Assemblée nationale. C'est elle qui officiait jeudi soir et elle a eu du mal et c'est pas facile et elle nous a raconté la chose, mais regardez un peu un extrait de sa mission, c'était jeudi soir. Bon, écoutez, vous faites un rappel au règlement parce que moi, les interpellations à distance, c'est pas possible. Monsieur Bouix, commence à bien faire, hein. L'hémicycle est en train d'incarner le désordre, le brouhaha. Franchement, c'est pas au niveau. Essayons d'incarner le débat républicain sur ce sujet, quand même. Donnons-nous les moyens. Monsieur Tanguy, vous n'avez plus la parole. Monsieur Tanguy, ça suffit. Vous n'avez plus la parole, monsieur Tanguy. Les attaques personnelles sont insupportables. Attention, attention mes chers collègues. Attention, c'est un jeu dangereux. Vous mettez des cibles sur les collègues. Attention. Il vous plaît, mes chers collègues, un peu de calme. Je vous demande de revenir au calme. Oui, mes chers collègues, mais ça... Oui, mais si on continue dans les provocations, voilà comment va se finir le débat. Franchement, en termes d'image, pensez à ceux qui nous regardent, si vous le voulez bien. Voilà. Résumé de la mission de Naïma Moutchou. Ça fait pas rêver, hein, sincèrement, le spectacle. Alors, c'est pas fini quand même, parce qu'elle parle de menaces, etc. Ben, elle-même, elle a été menacée par Manuel Bompard. Elle s'en est exprimée sur mon plateau hier après-midi dans Punchline. Écoutez-la. Je suspends la séance. Je l'ai suspendu à plusieurs reprises, il y a eu des rappels au règlement. Je descends du perchoir et Manuel Bompard vient vers moi, m'interpelle et les yeux dans les yeux me dit à plusieurs reprises « Tu vas le payer ». Tu vas le payer, oui, tu le paieras, tu es complice, et tu le paieras, y compris électoralement. C'est une intimidation. Voilà, c'est une mise sous pression insupportable. Alors que je préside depuis plus de 2 ans, hein, je connais les séances houleuses, et vous pouvez interroger les députés, les présidents de groupe. Je suis une vice-présidente impartiale et objective au perchoir, parce que je sais que c'est un gage de crédibilité, de légitimité. Et donc j'essaie de faire mon travail avec exigence. Et donc les reproches qui m'ont été faits de complicité, de l'obstruction, etc., évidemment, sont totalement injustes et infondés. Mais l'intimidation et la pression, eux, sont insupportables. Insupportables. Courageuse, Naïma Moutchou. Je précise que Manuel Bompard sera notre invité demain dans le grand rendez-vous CNews Europe 1. Kevin Bossuet, c'est intolérable ce genre d'attitude. Les Français qui nous regardent, quel spectacle on donne. Mais quel spectacle. Mais c'est intolérable, mais c'est surtout pathétique. C'est consternant. On est dans une situation économique gravissime, on est dans une situation politique, nous sommes en crise politique et peut-être va y avoir une motion de censure qui va être votée. Et là, on a en effet des députés qui font strictement n'importe quoi, qui donnent une image délétère de l'Assemblée nationale. Je vois ça, j'ai même pas envie d'aller voter. Parce que si c'est pour aller voter pour des gens qui font n'importe quoi dans un hémicycle, en effet, ça pose question. Mais heureusement, vous avez aussi des députés intègres, des députés dignes de ce nom, évidemment, qui ne sont pas dans une attitude désinvolte et qui est l'attitude souvent de la France insoumise, puisque Naïma Moutchou met en avant le fait qu'elle s'est faite insulter, notamment de la part d'un député de la France insoumise. Mais ça, on a l'habitude, hein, puisque la France insoumise ne sait pas faire autre chose que finalement d'être dans l'invective, d'être dans la désinvolture, de mettre des cibles sur le dos des gens. Je me souviens d'une campagne il y a quelques semaines où on mettait des cibles sur des journalistes. C'est quelque chose qui est intolérable. Moi, je trouve que la France insoumise dépasse le cadre républicain, dépasse le cadre démocratique, et je ne comprends pas qu'il n'y ait pas de sanctions à l'encontre de ces députés. Ces députés déshonorent leur fonction, déshonorent la République et déshonorent la France. Mais imaginez l'image pitoyable qu'ils renvoient. Moi, en tant que prof, mais je me dis, mais c'est consternant. Vous savez, il y a certaines scènes dans certains pays où on voit les députés en train de se battre avec coups de poing, etc. Ben, on n'était pas loin, là. Hein. Et puis, ce qu'il faut voir, c'est d'abord, c'est inacceptable ce qu'a fait Manuel Bompard. Comprendre et voir de ses... Tu vas le payer. On verra comment il réagira demain. On va lui poser la question. On peut avoir des désaccords profonds, on peut les exprimer très énergiquement. On ne menace pas, et elle a parfaitement raison, les attaques personnelles sont inadmissibles. Mais une attaque personnelle, la façon dont ils mettent des cibles sur les gens,
derrière, il y a tout un tas de personnes plus ou moins équilibrées qui, eux, passent dans la menace directe sur les réseaux sociaux et sont capables de passer à l'acte. Bien sûr, et c'est ça. Exactement. Quand quand les mêmes nous disent « la police tue », il ne faut pas s'étonner après que des policiers se fassent agresser dans la rue. Ces gens-là sont hautement responsables de cette violence qui est en train de dégénérer un peu partout. C'est vraiment très très inquiétant pour l'avenir de la société parce que ce sont normalement des personnes en responsabilité, des parlementaires qui devraient donner l'exemple de la démocratie. Anne, très rapidement. La France insoumise n'est plus finalement une, une outrance. Un dérapage. De toute façon, une outrance, même pas. On est vraiment dans l'outrance. Je veux dire, on est quand même dans une gradation. Là, je veux dire, il y a quand même des menaces quasiment physiques vis-à-vis de la vice-présidente. On est quand même, on a quand même chaque semaine, on a quand même une outrance venant de LFI, la proposition de loi pour abroger le délit d'apologie du terrorisme. On a quand même tout ça à chaque fois, mais c'est à leur image de toute façon. Donc ils sont dans une logique à la fois de chaos et dans une logique de bordélisation entre guillemets de toutes les institutions. Ça continue et ça ne s'arrête jamais. Puisqu'on parle de la France insoumise, Nouvelle Action, Joseph Touvenel de leur part, ils ont publié les noms et les visages des députés qui ont bloqué l'abrogation de la loi sur les retraites. Et sincèrement, en publiant leurs noms, là aussi, on les cible un peu. Voilà, vous allez me dire, le Rassemblement national... Oui, et puis c'est pas gênant de publier les noms. Après tout, il y a des députés qui ont pris des positions, mais qu'on fasse de la publicité à leur position en disant « nous, on n'est pas d'accord et on défendra le contraire ». On voit les images, là. Ça devient plus inquiétant, surtout dans l'ambiance actuelle. Quand on met la photo, c'est une sorte de wanted. Et c'est très gênant. Et effectivement, vous l'avez évoqué, le Rassemblement national l'avait fait il y a quelques temps. Je trouve pas ça très intelligent. Ils mettaient la photo d'un député. Pareil, c'était sur les lois retraite, avec d'un côté Mme Borne, de l'autre côté Emmanuel Macron. Je me rappelle que Richard Ramos, qui est de temps en temps sur ce plateau, avait été mis comme ça. Je trouve que dans l'ambiance délétère actuelle de montée de la violence, ce ne sont pas des choses à faire. Kevin. Oui, et moi ça me fait penser à ce qui s'était passé dans certaines grandes écoles où on affichait notamment le visage des étudiants qui étaient contre le blocage. Il y a une volonté finalement de mettre à la vindicte populaire des opposants politiques. On n'est plus dans un débat idéologique, on n'est plus dans un débat démocratique, on est dans un appel à la violence. À partir du moment où vous mettez des gens en avant et vous les mettez dans le camp du mal, vous incitez évidemment ceux qui ne sont pas d'accord avec eux, finalement, à de la violence verbale, voire de la violence physique. Ce n'est pas digne d'une démocratie, ce n'est pas digne de la République française. Et encore une fois, je le répète, ces députés insoumis font beaucoup de mal à la France, beaucoup de mal à la démocratie. Moi, je me pose des questions sur la pérennité de ce mouvement. Est-ce que LFI est véritablement dans un cadre démocratique et républicain? On a vu ce qui s'est passé au moment, et ce qui se passe toujours au moment du conflit israélo-palestinien, où les prises de position, moi, me laisse perplexe quand même. On a un parti qui a sombré dans l'antisionisme, qui n'est que le faux-nez de l'antisémitisme, un parti qui fait beaucoup de mal à nos policiers, mais également à nos compatriotes juifs. Est-ce qu'on peut accepter ça dans une grande démocratie comme la France, une mise en danger de la vie d'autrui de la part d'un camp politique? Allez, on marque une pause pour la dernière ligne droite de votre grande tranche d'information. On va parler de laïcité, on va parler du malaise des enseignants. Kevin Bossuet, vous allez pouvoir évidemment témoigner. On écoutera le proviseur du lycée Maurice Ravel qui a été, je le rappelle, menacé de mort après avoir demandé à une étudiante de retirer son voile. Et on sera également avec son avocat en direct qui nous racontera quel est l'état d'esprit de ce chef d'établissement très courageux qui a pris la parole hier mais à visage caché, et on comprend aisément. Restez avec nous pour la dernière ligne droite, on a encore beaucoup de choses à vous raconter. On vous parlera également des agriculteurs. Il ne faut pas les oublier, les agriculteurs qui se mobilisent aussi et qui malheureusement n'ont pas obtenu beaucoup de réponses à leurs demandes. A tout de suite. Félicité de cette note. Toutefois, l'agence américaine souligne ne pas exclure une dégradation si le gouvernement ne se montre pas capable de réduire son important déficit public. Le pape François s'est exprimé au Vatican contre l'euthanasie devant des parlementaires du sud de la France où un projet de loi envisage le droit à une aide à mourir. Il s'agit d'accompagner la vie jusqu'à sa fin naturelle par un développement plus ample des soins palliatifs. C'est ce qu'a déclaré le souverain pontife à son auditoire. Et puis en Syrie, les djihadistes et les factions rebelles ont pris le contrôle de la
majeure partie d'Alep, deuxième ville du pays, après une offensive éclair massive contre le régime de Bachar al-Assad qui a fait plus de 300 morts. Il s'agit de la plus grande offensive de ces dernières années en Syrie. C'était l'essentiel de l'information, Thierry. Merci beaucoup. Par quel j'ai rien dit. Vous avez ri. Je vous ai entendu, oui, oui. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Allez, pour cette dernière ligne droite, Kevin Bossuet, Hanan Bakioui et Joseph Touvenel. On va parler d'un sujet qui vous touche évidemment, Kevin Bossuet. Ce sont les problèmes de la laïcité, du malaise des enseignants, du problème de l'autorité, de leur autorité notamment vis-à-vis de certains élèves. Et on va évoquer justement la prise de parole hier de ce proviseur dont on a beaucoup parlé, le proviseur du lycée Maurice Ravel, qui, je le rappelle, a été menacé de mort pour avoir tout simplement demandé à une élève de retirer son voile. J'en profite pour saluer Francis Lec, qui est l'avocat du syndicat des chefs d'établissement. Bonjour Francis Lec, et qui est également l'avocat de ce proviseur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avant d'ouvrir le débat, Francis Lec, on va écouter justement ce proviseur qui s'est exprimé hier, et écoutez-le. J'ai décidé de me présenter maintenant au procès et également depuis quelques jours de parler dans la presse parce que je pense que le sujet est important et tout ce qui a été dit ce matin m'a fait chaud au cœur parce que je me suis rendu compte que j'étais pas tout seul. Et c'est vrai que c'est très important. J'essaye aussi d'apporter ma petite pierre à la défense de la laïcité et des valeurs de la République. Voilà, merci Francis Lec d'avoir accepté notre invitation. Je rebondis sur les propos, puisque c'est également votre client. Comment va-t-il tout d'abord, puisqu'il décide de prendre la parole? Et surtout, j'ai noté cette phrase, il dit « J'ai noté que je n'étais pas tout seul ». C'est-à-dire qu'à un moment donné, il s'est senti seul, non? C'est-à-dire, vous savez, quand vous êtes menacé de mort dans les conditions que vous connaissez, qu'au lendemain, vous regardez dans le métro si il n'y a pas quelqu'un qui vous suit, ou dans la rue, et que tout votre comportement se modifie, eh bien, vous avez des raisons de tenter de ne pas être seul. Il est vrai qu'au lendemain de ces événements, son syndicat, les parents d'élèves, mais aussi également des élèves, sont venus le réconforter parce que le mensonge, comme dans l'affaire Samuel Paty, de cette jeune femme qui a prétendu qu'on l'avait frappée lorsqu'on avait voulu lui demander d'enlever son voile, s'est avéré faux. Et donc, par conséquent, tout le monde s'est mis en quelque sorte dans le devoir d'aider ce proviseur. Je dois dire aussi que c'est un véritable hussard de la République. Et comme il l'a dit ce matin, il a décidé de prendre la parole, même devant les juges, désormais, parce qu'il faut qu'on ne recule pas. On ne recule pas devant les agressions, devant l'entrisme qui est tenté d'être réalisé au niveau des écoles publiques et contre la laïcité. Et il avait lancé hier dans la presse un message que j'ai trouvé très important. Soutenez-nous à 200%. Il le dit à l'éducation nationale, mais il le dit aussi et surtout à l'autorité judiciaire, qui parfois s'est montrée un peu faible il y a quelques jours. D'ailleurs, Francis Lec, lorsqu'il a quitté ses fonctions, vous me dites si je me trompe, mais la version officielle, c'est qu'il quittait pour des raisons personnelles. C'est une façon de ne pas dire les choses, en quelque sorte, et de préserver quelque chose. Le non-dit. Nous dirons que, selon lui, il y a eu une maladresse des services de l'éducation nationale, qui s'est efforcé de rectifier immédiatement, en disant non, je demande mon retrait actuellement jusqu'à mon départ à la retraite, le 1er octobre de cette année, parce que je veux assurer ma sécurité, mais aussi réconforter tous ceux qui m'aident et ne pas les mettre également en danger. Vous dites qu'en fait, il est urgent d'agir. On est à la croisée des chemins dans le contexte du moment en 2024 en France, Francis Lec. Oui, parce que vous comprenez, nous avons besoin de la protection de l'autorité judiciaire. 3 jugements ont eu lieu dans l'affaire du proviseur. 2 sont venus dire qu'il y avait des peines d'intérêt général ou d'amende, alors que la loi prévoit 5 ans d'emprisonnement pour ceux qui menacent de mort les proviseurs. Vous comprenez, quand on
on a dit sur les réseaux sociaux de manière anonyme, il faut brûler ce chien, et qu'à Bourg-en-Bresse, on a dit, il faut lui en mettre 2 à ce fils de chien, l'autorité judiciaire doit, à mon avis, se montrer à la hauteur pour réconforter le monde de l'éducation nationale. C'est absolument nécessaire. Alors, nous avons fait appel de la décision du tribunal de Paris, qui avait infligé une peine véritablement insuffisante et qui avait même indiqué que l'intéressé pourrait ne pas avoir sa condamnation figurée au casier judiciaire. J'avais plaisanté en disant encore un peu, on lui donnait les palmes académiques. Non, il faut là que la Cour d'appel de Paris rétablisse les choses, revienne à la nécessité de la loi et suivre ses procureurs de la République. À Bourg-en-Bresse, nous avons eu hier un excellent jugement où les intéressés ou l'intéressé a été condamné à une peine de 10 mois de prison avec sursis probatoire. Il devra pendant près de 2 ans suivre des soins médicaux. Il aura l'obligation d'indemniser les victimes, et puis son inscription au bulletin numéro 2 du casier judiciaire a été refusée. Voilà une décision qui a été bien ressentie par monsieur le proviseur, mais aussi par le monde enseignant qui a besoin indiscutablement d'être protégé. Restez avec nous, Francis Lec, Kevin Bossuet.